12 août 2000. Mer de Barents. L'eau est glaciale, grise, calme. Sous cette eau glisse un monstre. Le sous-marin nucléaire K-141 Kursk. Pour que vous compreniez l'échelle, ce navire a la taille de 2 terrains de football. En hauteur, celle d'un immeuble de 7 étages. Ce n'est pas juste un bateau. C'est une ville flottante, bourrée de missiles, capable d'effacer de la surface de la Terre un petit pays. On l'appelait le tueur de porte-avions. Il était considéré comme insubmersible. Il avait une double coque, de l'acier, dans une chemise d'acier. Le commandement était certain. Même si une torpille frappait le Kursk, il survivrait. Mais à 11h28 du matin, les sismologues norvégiens ont enregistré une secousse. D'abord faible, comme si quelqu'un avait frappé le fond de la mer avec une masse. Et 2 minutes, 15 secondes plus tard, une deuxième secousse, d'une force monstrueuse. Les instruments ont indiqué 4,2 sur l'échelle de Richter. Ce n'était pas un tremblement de terre. C'était une explosion d'une puissance de 5 tonnes de TNT. À cet instant, la fierté de la flotte du Nord s'est transformée en un amas de ferraille tordu. Que s'est-il passé? La version officielle est la plus effrayante par sa stupidité. Une torpille d'exercice Kit a fui dans le tube lance-torpille. C'était une vieille torpille bon marché au peroxyde d'hydrogène, liquide, capricieuse. Les marins l'appelaient la grosse. Le peroxyde est entré en réaction avec de la rouille ou de la graisse. Une explosion thermique s'est produite. La première explosion a arraché le nez du sous-marin. Le feu a frappé le premier compartiment. Mais ce n'était pas le plus terrible. Le bateau a continué d'avancer par inertie, tombant vers le fond. 2 minutes plus tard, l'incendie a atteint les rayonnages de munitions. Tout le stock de combat a détonné. Imaginez une explosion qui déchire 20 000 tonnes d'acier comme un sac en papier. L'onde de choc a traversé tout le sous-marin, froissant les cloisons comme du papier d'aluminium. 2e, 3e, 4e, 5e compartiment. Les gens y sont morts instantanément. Ils ont été simplement vaporisés ou aplatis par la pression. Le poste de commandement, où se trouvait le capitaine Liachin, a été détruit en une fraction de seconde. Le sous-marin a heurté le fond à une profondeur de 108 mètres. À la surface, le silence régnait. Les amiraux ne savaient pas ce qui s'était passé. Il n'y avait pas de liaison avec le sous-marin. Peut-être une panne de communication, peut-être une alerte d'exercice. Ils ont perdu des heures précieuses. Ils avaient peur de faire rapport à Moscou. Ils avaient peur de prononcer le mot terrible, accident. Ce n'est que le soir, lorsque le bateau n'a pas donné signe de vie à l'heure prévue, que les recherches ont commencé. On ne l'a trouvé que le matin. Il gisait sur le fond. Les sonars ont montré une image effrayante. Le nez du sous-marin était déchiqueté. Tous sont morts, ont pensé les amiraux. Impossible de survivre à une telle explosion. Ils se trompaient. L'onde de choc, qui a tué 95 personnes dans les compartiments avant et centraux, s'est arrêtée devant la cloison du compartiment réacteur. Elle a faibli. Dans la queue du sous-marin, dans les 6e, 7e, 8e et 9e compartiments, des gens ont survécu. Ils ont été projetés contre les murs, étourdis, contusionnés. La lumière s'est éteinte, mais ils étaient vivants. L'instinct et des mois d'entraînement ont joué. Au 9e compartiment, tous au 9e compartiment, criaient les officiers dans l'obscurité. Le 9e compartiment, c'est le compartiment de survie. C'est là que se trouve l'écoutille de sauvetage. Il y a des réserves de nourriture, d'eau et de régénération de l'air. Les hommes ont rampé à travers les décombres, la fumée, l'obscurité. Ils verrouillaient les écoutilles derrière eux, isolant les parties inondées du navire. Finalement, 23 personnes se sont rassemblées dans le minuscule 9e compartiment. 23 survivants.
Parmi eux se trouvait le capitaine-lieutenant Dmitri Kolesnikov, un officier jeune, beau, sous-marinier de père en fils. À ce moment-là, il a compris qu'il était devenu le commandant du navire. Un navire qui était déjà mort. Ils ont regardé autour d'eux. L'éclairage de secours brûlait faiblement. Il y avait de l'eau jusqu'aux genoux et elle montait. L'air était lourd, ça sentait le brûlé et l'huile. Mais le plus effrayant n'était pas à l'intérieur. Le plus effrayant était dehors. Le silence. Ils s'avère qu'il se trouvait à 108 mètres de profondeur. C'est une faible profondeur pour un sous-marin. Ils vont nous trouver, se disait-il. Ils vont nous sortir de là. Nous sommes près de la côte. Il y a des exercices ici. Toute la flotte est là. Ils ne savaient pas que là-haut, dans les états-majors, un honteux jeu du silence avait déjà commencé. Que les amiraux mentiraient sur la liaison établie et l'apport d'air. Les 23 hommes ont commencé à se préparer à sortir. Mais ils ne pouvaient pas sortir par le tube lance-torpille, le nez était détruit. Sortir par la capsule de sauvetage, elle a été détruite par l'explosion. Il ne restait que l'écoutille de secours arrière. Mais pour sortir par là, il fallait une aide extérieure. Un appareil de sauvetage devait se poser dessus, faire ventouse sur l'écoutille et les récupérer. Il ne leur restait qu'une chose à faire, attendre et frapper. Ils ont pris une masse. Boum, 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 du fer contre du fer. Le son se propage parfaitement dans l'eau. SOS. 3 courts, 3 longs, 3 courts. Ils frappaient pour qu'on les entende, et on les a entendus. Les acousticiens sur les navires de surface ont enregistré ces coups. Il y a des vivants là-bas, ont-ils rapporté. À ce moment, dans le 9e compartiment, a commencé le drame le plus terrible de l'histoire de la flotte russe. Les gens qui avaient survécu à une explosion infernale croyaient que le pire était derrière eux. Ils ne savaient pas que leur agonie ne faisait que commencer. À l'intérieur du 9e compartiment, le temps s'écoulait différemment. Les premières heures, c'était l'euphorie de la survie. Nous sommes vivants, on nous entend. Mais ensuite est venu le froid. Le réacteur nucléaire est éteint. Il n'y a plus de chaleur. La coque du sous-marin n'est que du métal qui prend instantanément la température de l'environnement. Et dehors, il fait plus 4 degrés Celsius. À l'intérieur du compartiment, il a commencé à faire froid comme dans un réfrigérateur. L'eau montait lentement. Elle était huileuse, sale, glaciale. Pour ne pas se mouiller et garder leur chaleur, les hommes montaient plus haut. Sur les turbines, sur les étagères, ils s'accrochaient aux tuyaux. Respirer devenait plus difficile. L'air dans l'espace clos s'épuisait. Le niveau de dioxyde de carbone augmentait. C'est un ennemi sournois. D'abord tu sens une lourdeur, puis un mal de tête, puis la somnolence. Tu as juste envie de fermer les yeux et de dormir. Mais il ne fallait pas dormir. Si tu dors, tu meurs. Le capitaine-lieutenant Dmitri Kolesnikov a appris le commandement. Il comprenait. Les chances sont minces. Mais il était officier. Il devait maintenir l'ordre jusqu'au bout. Dans l'obscurité totale, l'éclairage de secours s'est éteint après quelques heures. Il a sorti son carnet. Il a commencé à écrire. Cette feuille de papier, arrachée du carnet, deviendra plus tard le document le plus célèbre de l'histoire récente de la Russie. D'abord, il a dressé une liste. Liste du personnel des 6e, 7e, 8e, 9e compartiments, se trouvant dans le 9e compartiment après l'accident. Il a soigneusement énuméré, nom par nom, les 23 personnes. Il a mis des coches à côté de ceux qui étaient blessés ou se sentaient mal. C'était le rapport du commandant. Même face à la mort, il restait en service. Ensuite, il a écrit un message personnel. Heure. 13h15. Presque 2 heures après l'explosion.
Il fait sombre pour écrire ici, mais j'essaierai au toucher. Il semble qu'il n'y ait pas de chance. 10-20%. Espérons qu'au moins quelqu'un lira ceci. Voici la liste du personnel des compartiments qui se trouvent dans le 9e et tenteront de sortir. Salut à tous. Il ne faut pas désespérer. Dans ces lignes, un courage incroyable. Il ne faut pas désespérer. Un homme qui comprend qu'il meurt dans une tombe d'acier nous console, nous les vivants. Et une note pour sa femme. Olésia, je t'aime, ne t'inquiète pas trop. Salut AGV, salut aux miens. Et que se passait-il là-haut? Là-haut se déroulait un théâtre de l'absurde et du mensonge. La marine russe a annoncé qu'une liaison était établie avec le sous-marin. C'était un mensonge. Des coups, ce n'est pas une liaison. Ensuite, ils ont dit que l'apport d'air et de carburant était organisé. Mensonge. Aucun tuyau n'a pu être connecté. Les appareils de sauvetage russes, Prise et Bester, sont sortis au secours du Koursk. C'étaient de petits sous-marins qui devaient se poser sur la plateforme de l'écoutille du 9e compartiment, s'y coller, pomper l'eau et récupérer les gens. En théorie, tout semblait simple. En pratique, c'est devenu un cauchemar. Les sauveteurs ont essayé, honnêtement essayé. Ils descendaient dans l'abîme trouble, cherchaient le sous-marin. Mais la technique était vieille. Les batteries se vidaient trop vite. La navigation déconnait. Mais le problème principal n'était pas là. Le Koursk gisait au fond avec une gîte, et le miroir de l'écoutille, l'anneau métallique auquel il faut se coller, était endommagé par l'explosion ou le choc contre le fond. Les appareils russes cognaient contre l'écoutille. Imaginez ce qu'entendaient les hommes à l'intérieur du 9e compartiment. Ils entendaient un bourdonnement, le bruit des hélices. Ils sont là, les nôtres sont arrivés. Puis, un choc, fer contre fer, amarrage. Les hommes dans le compartiment se figeaient. Ils préparaient les clés anglaises pour ouvrir l'écoutille de l'intérieur dès que la pression s'équilibrerait. Ils attendaient le bruit du pompage de l'eau, mais au lieu de cela, ils entendaient un grincement et le bruit des hélices qui s'éloignaient. L'amarrage a échoué. L'appareil glissait, encore et encore. Jour après jour, c'était une torture par l'espoir. Chaque tentative ratée les tuait moralement plus fort que le dioxyde de carbone. Et le monde proposait son aide. La Grande-Bretagne et la Norvège, qui avaient les meilleurs plongeurs en eau profonde et appareils de sauvetage au monde, ils travaillent sur les plateformes pétrolières et peuvent s'amarrer à n'importe quoi. On proposait une aide immédiate. Nous pouvons être là dans 24 heures, disaient les Britanniques. Mais le Kremlin se taisait. Les amiraux disaient « Nous avons tout sous contrôle. Nous nous débrouillerons seuls. » Pourquoi? Orgueil, secret, peur de montrer sa faiblesse. Pendant que les politiques décidaient s'il fallait laisser les gars de l'OTAN approcher du sous-marin secret, 23 personnes mouraient lentement. Vers le soir du 12 août ou le matin du 13, la situation dans le compartiment est devenue critique. L'air finissait. Ils ont commencé à utiliser les plaques de régénération V64. C'est une technologie soviétique. Des plaques métalliques qui absorbent le dioxyde de carbone et libèrent de l'oxygène. Mais elles ont un défaut terrible. Si une seule goutte d'huile ou de mazout tombe sur une telle plaque et l'eau du compartiment était couverte d'un film d'huile, une réaction chimique se produit. Un embrasement instantané. La température de combustion est de plusieurs milliers de degrés. Les hommes le savaient. Ils manipulaient les plaques comme du cristal. Ils rechargeaient les installations de régénération dans l'obscurité totale, dans l'eau glacée jusqu'à la taille, en suffoquant. La dernière note de Kolesnikov est faite à 15h15. Il fait sombre pour écrire ici,
Mais j'ai serré au toucher. L'écriture est devenue très inégale. La conscience s'éteignait. Hypoxie. Il ne frappait plus. Il n'avait plus la force de frapper avec la masse. Il respirait juste une fois sur deux et attendait. À ce moment-là, 24 heures après l'accident, là-haut, on a enfin reconnu que le sous-marin gisait au fond. Mais l'aide des étrangers n'a été acceptée que 4 jours plus tard, le 16 août, quand il était déjà trop tard. Le navire norvégien Seaway Eagle est arrivé sur les lieux du drame le 19 août. Les plongeurs norvégiens ont ouvert l'écoutille en 20 minutes. 20 minutes. Ce que la flotte russe n'a pas pu faire en une semaine, les professionnels l'ont fait instantanément. Ils ont ouvert l'écoutille extérieure. Ils ont vu l'écoutille intérieure. Tout le monde espérait un miracle. Et s'il y avait une bulle d'air, s'ils étaient dans le coma, mais vivants, le Norvégien a frappé sur l'écoutille. Silence. Il a commencé à dévisser la valve d'équilibrage de pression. S'il y a de l'air sous pression à l'intérieur, un coussin d'air avec des vivants, un sifflement de gaz doit s'en échapper. Le plongeur a ouvert la valve, et ce n'est pas un jet d'air qui en est sorti, c'est de l'eau noire qui est sortie. Tout le 9e compartiment était rempli d'eau à ras-bord. Cela ne signifiait qu'une chose, il n'y a pas de survivants. Tout est fini. Mais comment sont-ils morts? Asphyxiés? Gelés? Lorsque les plongeurs ont plus tard remonté les corps et examiné le compartiment, ils ont vu les traces de l'enfer. Les corps étaient là brûlés. Les murs étaient noirs de suie. Il y a eu un incendie dans le compartiment. Un incendie terrible, instantané, dans un volume clos sous l'eau. Que s'est-il passé dans ces dernières minutes? Octobre 2001. 1 an et 2 mois après la catastrophe. Une opération d'ingénierie unique s'est déroulée en mer de Barents. La société néerlandaise Mammoet, les meilleurs spécialistes du levage de charges lourdes au monde, a fait ce que beaucoup croyaient impossible. Ils ont scié le premier compartiment déchiqueté du Kursk directement au fond, avec une scie à câble comme du fromage, et ont remonté le reste du sous-marin, 20 000 tonnes d'acier mort à la surface. Le géant sous-marin a fait surface, noir, effrayant, avec un énorme trou à la place du nez. On l'a remorqué jusqu'au dock du village de Rosliakovo. L'eau a été pompée, et les enquêteurs du parquet militaire principal sont entrés à l'intérieur. Ce qu'ils ont vu dans le 9e compartiment les a fait frémir. Ils s'attendaient à voir des corps de gens morts d'asphyxie ou d'hypothermie. Bleus, gelés, comme ce gars de l'expédition Franklin. Mais les murs du compartiment étaient noirs comme du charbon. L'équipement avait fondu. Le niveau de l'eau au moment de la mort des hommes était visible par la ligne de suie, environ à la taille d'un homme adulte. Les corps avaient brûlé. Cela signifiait que la fin avait été bien plus terrible que de simplement s'endormir par manque d'air. Les criminalistes ont reconstitué le tableau des dernières secondes à la milliseconde près. Cela s'est produit, probablement, le soir du 12 août ou dans la nuit du 13, quelques heures après la dernière note de Kolesnikov. L'oxygène chutait. Les hommes commençaient à perdre connaissance. L'un des marins, peut-être Kolesnikov lui-même, ou un marin de cale, a tenté de recharger l'installation de régénération d'air. Dans le noir, les mains tremblant de froid, il sortait la lourde cassette de superoxyde de potassium. Le bateau a tangué, où les mains ont glissé. La plaque est tombée, pas dans le bac sec, mais directement dans l'eau huileuse sous les pieds. La chimie a opéré instantanément. Une explosion volumétrique s'est produite. Un éclair plus brillant que le soleil dans un sac d'acier fermé. Le feu a instantanément dévoré le reste de l'oxygène. La température a bondi à des centaines de degrés. L'onde de choc de feu
est passé sur les têtes des hommes debout dans l'eau. Ceux qui étaient au plus près de l'épicentre sont morts instantanément. Les autres, ils ont probablement eu le temps de prendre une seule inspiration. Une inspiration pleine de monoxyde de carbone et de fumée brûlante. Et ils sont tombés dans l'eau. C'était la fin. Une fin instantanée, cruelle, ardente, après des heures d'attente glaciale. Le feu n'a pas fait rage longtemps. Il n'avait rien à respirer. Il s'est vite éteint, ne laissant derrière lui que de la fumée et le silence. Lorsque les Norvégiens ont ouvert l'écoutille une semaine plus tard, l'eau avait déjà rempli tout l'espace, à travers les joints brûlés et la ventilation. Les enquêteurs ont commencé à sortir les corps. Il était impossible d'identifier beaucoup d'entre eux sans analyse ADN. Mais sur un officier, dans la poche de poitrine de sa vareuse trempée et brûlée, ils ont trouvé un paquet de papier. C'était Dmitri Kolesnikov. Le papier était mouillé mais n'avait pas brûlé. Le texte avait bavé, mais était lisible. « Olesia, je t'aime. » Quand on a montré cette note aux amiraux, leurs visages ont blêmi. Cette note était la condamnation de tout le système de mensonges. Les autorités affirmaient « ils sont morts tout de suite ». L'explosion était d'une telle force que personne n'a survécu. Nous ne pouvions rien faire. La note criait depuis la tombe. Nous étions vivants, nous vous attendions. Nous écrivions des lettres pendant que vous mentiez à la télévision. Le commandement a tenté de cacher une partie de la note. D'abord, on n'a remis à la veuve qu'une photocopie du message personnel. La partie où se trouvait la liste du personnel et peut-être une critique des actions du commandement. Des rumeurs disent qu'il y avait aussi une troisième page qui n'a jamais été publiée, a été classée secrète. Mais on ne peut pas cacher la vérité indéfiniment. La vérité a éclaté. Tout le pays a appris que 23 gars ont vécu, respiré et espéré encore au moins 4 à 8 heures, selon la version officielle, ou jusqu'à 2 jours, selon la version d'experts indépendants s'appuyant sur les coups qu'entendaient les acousticiens du Pierre-le-Grand, même le 13 août. Les coups. L'expertise a montré que les coups SOS ont cessé le soir du 13 août. Si c'était des hommes qui frappaient, et non un mécanisme se balançant dans le courant, cela veut dire qu'ils ont survécu à l'incendie, ou l'incendie a eu lieu plus tard. Nous ne le saurons jamais, mais le fait demeure. Les sauveteurs avaient du temps. Si l'aide étrangère avait été acceptée tout de suite, 4 heures après l'explosion, quand les Britanniques étaient déjà dans les avions. Si ce n'était l'orgueil, Kolesnikov aurait pu serrer personnellement son Olesia dans ses bras. En 2002, le procès a eu lieu. Personne du haut commandement n'a porté de responsabilité pénale. Les amiraux ont été licenciés, transférés à d'autres postes. L'affaire a été close, avec la formulation « absence de corps du délit ». On a désigné la torpille comme coupable, un morceau de fer. Et la phrase du président, dite dans une interview à Larry King, avec un léger demi-sourire, « Qu'est-il arrivé au sous-marin? Il a coulé », est devenu l'épitaphe d'une époque, cynique, froide, comme cette eau. Aujourd'hui, le kiosque du Koursk se dresse à Mourmansk comme un monument. C'est un morceau de ce même métal à l'intérieur duquel des gens mouraient. À côté, il y a toujours des fleurs fraîches. Mais le monument le plus important n'est pas le fer. C'est cette feuille de papier. Le style Kolesnikov, écrire des rapports même au seuil de la mort, ne pas paniquer, soutenir les autres, est entré dans les manuels d'histoire comme un exemple du courage suprême de l'officier. Il savait qu'il mourait, mais il ne pleurait pas. Il nous a laissé un témoignage. Il a vaincu le système du silence avec son crayon. La tragédie du Koursk a appris, ou aurait dû apprendre, au monde une terrible leçon. Dans un monde technologique, rien n'est insubmersible. Et quand il s'agit de la vie des gens, tout secret, toute géopolitique, tout honneur de l'uniforme
doit aller au diable, parce qu'il n'y a rien de plus précieux qu'une goulée d'air dans l'obscurité, et il n'y a rien de plus effrayant qu'un coup auquel personne ne répond.